Bonjour à tous, bienvenue dans Start Me Up, votre rendez-vous de l'innovation et des startups qui comptent dans l'univers de la sécurité et de la sûreté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en avant une entreprise technologique française qui développe des algorithmes d'analyse de l'image par ordinateur afin de mesurer les flux dans l'espace public. Cette société s'appelle Datacalab et elle pourrait bien faire parler d'elle de façon exponentielle d'ici les JO de 2024. C'est l'un des cofondateurs qui est mon invité, Xavier Fischer. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Merci à vous d'être sur le plateau d'Agnew Sécurité. Juste avant de parler de cette magnifique aventure, qu'est-ce que vous faisiez auparavant, même si vous êtes très jeune, vous avez une petite expérience quand même? Avant de cofonder Datacalab avec mes associés, je travaillais aux États-Unis dans une entreprise qui s'appelait Emotion, qui était basée à Palo Alto. On développait des réseaux de neurones, donc des algorithmes d'analyse de l'image pour détecter le visage des gens dans les vidéos. D'accord. Et donc on s'est fait racheter par Apple en janvier 2016 pour créer Face ID. La majeure partie de l'équipe en question est partie chez Apple. Et moi, je suis rentré en France en me disant qu'il fallait créer un peu la même chose, mais avec la prise en compte du RGPD qui arrivait, donc le règlement général sur les données personnelles, parce qu'en fait, les deux sujets ne peuvent pas tellement être traités séparément. D'accord. Alors tout de suite après, vous avez enquillé, puisque c'est dès 2017 que naît Datacalab. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Datacalab? Datacalab, c'est une marque qu'on a créée donc, avec mon associé Franck Tapiro et mon deuxième associé, mon frère Lucas Fischer. Le but, c'est de faire de la data. Au démarrage, on était un lab parce qu'on est associé avec un labo de recherche qui est un spin-off en fait, de l'ISIR, qui est l'Institut des systèmes intelligents et robotiques de Sorbonne Université. Deux chercheurs de là-bas sont partis de l'université pour venir cofonder Datacalab avec nous, et donc on a trouvé ce nom. D'accord. Alors la particularité, c'est ce qui intéresse aussi nous, Français, qui sommes très attachés aux libertés individuelles, c'est que c'est de l'analyse de l'image, mais avec une technologie extrêmement respectueuse. Donc ce sont en fait des statistiques, il n'y a pas de notion d'identité de la personne qui est repérée par la caméra. Je vais vous donner deux exemples, après je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Aujourd'hui, quand vous me regardez, vous voyez mon visage de Xavier. Si vous me donnez 1000 images de Xavier, je vais pouvoir créer un algorithme qui détecte Xavier. Ça, c'est de la reconnaissance faciale. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Si vous me donnez 1000 images de visage, votre visage, mon visage et le visage de 1000 personnes, on va créer un algorithme qui détecte un visage, mais qui ne saura pas qui est qui. D'accord. En fait, qui arrivera à compter le nombre de visages qui passent par exemple à un endroit sans avoir la notion d'identité. C'est vraiment la différence entre une statistique et un fichier. Donc, la reconnaissance faciale, c'est du fichage. Nous, ce qu'on fait, c'est de la statistique. Un peu de la même façon que quand vous rentrez dans un concert, il y a quelqu'un qui va être là avec un clicker pour compter le nombre de gens qui rentrent, qui sortent. On ne va pas savoir qui est qui. Et ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit sans regarder. On traite l'image en temps réel sans la stocker pour sortir cette statistique et sans jamais reconnaître. Ce qu'il faut savoir, qui résume bien ce qu'on fait, vous passez 2 fois devant l'une de nos caméras, vous êtes compté comme 2 personnes différentes. On ne veut pas savoir qui vous êtes. On veut simplement savoir combien de gens prennent le métro chaque jour. Par exemple. Et après, on va en parler, combien portent bien leur masque. C'est comme l'hôtesse dans l'avion qui nous clique. On va regarder justement une vidéo que vous allez pouvoir nous décrire sur ce système et cette façon de procéder. Voilà, alors on se retrouve sur la vidéo. Donc exactement, ce que vous voyez ici, donc à gauche un flux vidéo normal, à droite ce que Datacalab voit, donc ce que nous, nos clients voyons, c'est que de la statistique. En fait, je vais rentrer dans de la technique, mais c'est nécessaire. Tous nos traitements sont faits sur la mémoire vive de l'ordinateur en moins d'un dixième de seconde. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on voit là par exemple ici, chaque box bleue correspond à un individu, mais on ne sait pas qui c'est, il n'y a plus de notion d'identité. Et en vert, on voit les gens qui portent bien leur masque, en rouge ceux qui ne la portent pas bien. Et en bas, vous voyez ce qu'on garde. Et donc ce qu'on voit, c'est un nombre de personnes détectées, un pourcentage de bons, mauvais ports de masque. L'idée derrière tout ça, c'est qu'en fait, il y a 2 façons de faire de l'analyse de l'image. Soit vous envoyez les vidéos sur un serveur sur Internet, ça s'appelle du cloud computing. Et le danger de tout ça, c'est qu'en fait, sur Internet, rien n'est vraiment sécurisable. Oui, c'est vrai. Et donc en fait, vu qu'il n'y a pas de notion de coffre-fort, on ne peut rien sécuriser, on ne peut rien garantir. Et donc nous, on ne voulait pas créer ça. Parce que, comme je vous disais en introduction, si vous avez 1000 images de Xavier, vous arrivez à détecter Xavier. Donc on ne veut pas créer des bases de données d'images sur les gens. Une fois qu'on s'est dit ça, nous, ce qu'on fait, c'est du edge computing. Donc l'inverse du cloud computing, on traite les images en local, sans jamais les envoyer sur Internet, en un dixième de seconde, pour n'envoyer sur le serveur, donc informatique sur Internet, que la statistique, pour ne garder que l'information non sensible. Comme ça, en fait, c'est assez simple, mais c'est cool de se dire qu'on fait ça. Ce qu'on a à conserver, à garder et à sécuriser, c'est uniquement de la statistique. Donc, vu qu'il n'y a rien à voler, on dort tranquille. C'est ça. Il n'y a aucun risque qu'on retrouve quoi que ce soit sur Internet. On rappelle que l'Union européenne a interdit la reconnaissance faciale généralisée dans l'espace public. Il y a eu un décret récemment publié le 10 mars dernier au journal officiel qui vient d'autoriser l'utilisation de la vidéoprotection afin de mesurer le taux de port du masque.
dans les transports en commun, une mesure qui s'applique depuis le 11 mars dernier pour une durée d'1 an, sans objectif de verbalisation des usagers. Et d'ailleurs, à ce propos, puisque ça rejoint complètement votre projet et votre expérience que vous développez, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a tweeté et vous a salué. Je salue Datacalab, start-up française qui aide à promouvoir le respect des gestes barrières. Donc c'est une des utilisations. Exactement. En fait, si vous voulez, pour vous donner un peu de retour d'expérience sur tout ça, nous, dès qu'on a commencé à travailler l'année dernière avec David Lisnard, qui est le maire de Cannes, ou avec la RATP, entre autres, pour faire des expériences à Châtelet, on a contacté la CNIL. Donc avec la ville de Cannes, on était responsable de traitement. Avec la RATP, on était sous-traitant, donc c'est pas nous qui les avons contactés, mais ça c'est du détail juridique. Ouais. Ce que la CNIL nous a dit, c'est qu'on avait un produit qui respectait le RGPD, qui respectait le principe de privacy by design, mais qu'on avait un problème. Qu'est-ce que pour le grand public, qu'est-ce que vous appelez privacy by design? C'est construire son business model en fonction du RGPD. Construire son produit avec, dans l'ADN de ce produit même, le RGPD. D'accord. Donc en fait, c'est les notions qui sont arrivées lorsque le RGPD est arrivé, donc les préconisations de la CNIL et de l'Europe sur tous ces sujets. Et donc ce qu'ils nous ont dit, c'est que le seul problème qu'on avait, c'était pour traiter le droit d'opposition. Le droit d'opposition, qu'est-ce que c'est? Ça dit qu'en fait, en tant que personne, quand il y a un traitement de données personnelles qui nous concerne, on a le droit de s'y opposer. Et le problème dans lequel on tombe, c'est que nous, on n'a aucune donnée sur personne, vu qu'on les traite en temps réel. Donc si vous m'appelez 5 minutes après pour me dire « je suis passé devant l'une des caméras, supprimez les données qui me concernent », on ne sait pas qui vous êtes, vu qu'on fait de la statistique. Donc en fait, vous avez vu dans la vidéo de tout à l'heure, vous êtes une des 127 personnes. C'est ça. Et on ne sait pas si vous êtes la 112e ou la 87e. Donc on ne peut pas garantir le droit d'opposition, vu qu'on ne conserve rien. Mais en fait, en termes juridiques, on est dans le RGPD et donc on doit garantir le droit d'opposition. Ouais. Et donc on a d'abord essayé de faire quelque chose avec le nom de la tête, qui a été non validé par la CNIL. Ouais. Et la CNIL nous a dit le droit d'opposition, c'est compliqué dans l'espace public, on n'a pas de solution en tant que tel. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il fallait effectivement que le cadre légal change. Et donc, ah oui, d'accord, donc c'est totalement ubuesque pour le moment. C'est-à-dire qu'il faut que la législation évolue. Exactement, exactement. Et donc en fait, la RATP, qui était en fait en contact avec la CNIL, pas nous, et la région Île-de-France, avec le soutien de Valérie Pécresse et de ses équipes, ont contacté le cabinet de Jean-Baptiste Djebbari pour leur demander est-ce que vous pouvez nous aider sur ce sujet-là, parce qu'il faut faire avancer le cadre pour justement qu'il y ait un cadre juridique à tout ça. Parce que si vous voulez, pour rappel, avant le RGPD, il y avait une petite note dans donc la loi informatique et liberté de 78 qui disait que les traitements statistiques anonymisés à très bref délai, ce qu'on fait, ne nécessitaient même pas le droit d'opposition. Encore une fois, pour rappel, pourquoi est-ce qu'on a le droit d'opposition? Je vais prendre un exemple, le cookie sur un site internet. Si vous dites je refuse de participer à une collection de cookies sur internet, vous n'êtes pas traité. Et demain, quand vous revenez sur le site, on ne vous redemande pas une deuxième fois parce qu'on a conservé que vous avez dit non. Nous, le problème qu'on a dans la rue, c'est qu'en fait, on ne sait pas, et heureusement, on ne veut pas avoir d'ID sur chacun de nous quand on marche de caméra en caméra. Et je vais prendre un exemple, un métro à Châtelet. Il y a 10 caméras sur votre trajet. Vous passez devant la caméra 1. Vous vous opposez d'une façon ou d'une autre, avec votre téléphone, ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez passer devant la caméra 2. Vu que nous, on ne veut surtout pas savoir que la personne qui passe devant la caméra 1, c'est la même qu'à la caméra 2, ça voudrait dire qu'il faut que vous vous opposiez à chaque instant. Ouais. Donc en fait, on ne peut pas vivre comme ça. C'est ça. Et donc, on est vraiment dans un vide juridique, et nous, on essaie de trouver une solution technologique à ce vide juridique. Mais là, maintenant, on a besoin, effectivement, que le cadre légal évolue au sens large, parce que l'analyse d'image est analysée légalement avec le RGPD. Mais il y a des choses qui ne sont pas adaptées. Et donc, oui, nous, on milite pour que justement... Et vous pensez que ça va évoluer d'ici peu de temps? En fait, il y a quand même un objectif important. J'en parlais tout à l'heure en entame de cette émission, ce sont les JO 2024. On imagine que Datacalab et son produit peuvent vraiment aider les organisateurs et toute la sécurité autour de ces JO. Là-dessus, moi, il faut on est assez clair sur ce qu'on veut faire, que ce soit les JO, pas les JO et tous les autres acteurs publics. On a des valeurs. Et donc, en fait, on ne vend pas que notre techno, on vend notre produit. Et donc, en fait, on va analyser mais de façon statistique. On ne va jamais identifier quelqu'un. Et on ne veut pas identifier quelqu'un parce qu'on trouve que la technologie n'est pas assez mature pour pouvoir aller au niveau individuel. Pourquoi est-ce qu'on fait des statistiques sur 100 personnes minimum et sur des badges de 20 minutes minimum, donc des groupes de gens de 20 minutes minimum? C'est pour être certain que la data, même si elle est détournée par notre client pour être utilisée d'une façon ou d'une autre, ne puisse pas permettre de remonter un individu. Parce que dans le métro, par exemple, 20 minutes après, vous êtes 10 stations plus loin. Donc en fait, on ne peut pas identifier les gens. Donc on a vraiment mis ça en place et notre but, c'est de vendre notre produit. Notre produit, c'est notre techno plus les usages qu'on préconise. Donc oui, on travaillera avec plaisir sur tous ces sujets-là, si c'est avec les usages qu'on a définis. Parce qu'on ne veut pas, justement, rentrer dans quelque chose qui serait de l'analyse individuelle sans le consentement des gens. Sur le sujet global, il faut que la loi avance, il faut qu'il y ait des lois qui viennent. Parce qu'en fait, au démarrage, nous, quand on réfléchissait à ça, on disait, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais en fait, ce sujet-là, de la reconnaissance faciale, de l'analyse de l'image, c'est une boîte noire, une boîte de Pandore un petit peu. Et les acteurs du système, je suis désolé, mais se cachent un peu parce que
on a peur de se faire taper dessus. Bien sûr. En fait, médiatiquement, parce que ça fait peur. Et nous, notre but, c'est d'essayer de crever un peu l'abcès, d'expliquer que la technologie, elle est bête, que tout dépend de la façon dont on l'utilise, et que la loi nous protège en tant que société. Et donc, il y a Xavier qui vous parle en tant que citoyen, il y a Xavier qui vous parle en tant que fondateur de Datacalab. Et franchement, je pense qu'il faut qu'on éduque les gens sur ce qu'est la techno, et qu'on puisse ensuite débattre sur comment on veut l'utiliser. Parce Alors, que pour l'instant... là, il y a 2 points différents. Il y a d'abord le point de la législation. Donc, comment on fait avancer la législation. J'imagine qu'on fait du lobbying, auprès de qui on travaille, comment ça se passe. Non, ça, c'est Et pas après, il y a le grand public. Parlons déjà de la législation. Ça, c'est pas mon métier, moi, de faire du lobbying. Si vous voulez, moi, ce que je fais, c'est que je viens aujourd'hui pour essayer d'évangéliser, et on prend la parole, et demain, on parle sur d'autres médias, et on essaie d'expliquer, et à chaque fois, on répondra. Moi, mon métier, c'est d'affirmer de la transparence sur ça, et de dire que dès qu'on va nous poser des questions sur la technologie qu'on crée et les usages qu'on développe, on y répondra, parce qu'en fait, notre but, c'est de co-construire avec tout le monde en tant que citoyen. Et donc, que ce soit des députés, des sénateurs, de la CNIL, nous, on attend en fait un cahier des charges et on essaie d'y travailler pour justement définir un peu les pratiques qui sont encouragées et qui vont être validées demain. D'accord, donc on est d'accord qu'il y a un travail à faire auprès des députés, des sénateurs et autres pour effectivement faire avancer cette législation. Ça, par exemple, moi, il y a 2 jours, j'ai publié une tribune là-dessus pour expliquer mon point de vue sur ces sujets. C'est ce que je fais. Et c'est effectivement ce travail-là qu'on fait. Après, honnêtement, on est une entreprise de 15 personnes, on fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Si vous voulez, on n'a pas la capacité de prendre tous ces sujets. On n'est pas un cabinet de lobbying, quoi. Je sais que parfois, on nous fait des remarques par rapport à mon troisième associé en nous disant que, mais si vous voulez, il n'y a pas que ça. Et notre métier, c'est de créer de la techno. Et donc, moi, j'attends aussi que tous ces gens-là viennent nous soutenir parce qu'à un moment, on essaie de se battre pour la souveraineté. Parce que le problème qu'on va avoir dans 10 ans, c'est que s'il n'y a pas de solution technologique qui respecte nos valeurs, on appellera d'autres pays, quoi. Alors ça, on va en parler un peu plus tard, justement. Dévoilez pas tout. Justement, vous souhaitez aussi communiquer auprès du grand public pour bien faire comprendre à tout à chacun comment fonctionne et quels sont les risques. Ils sont nuls. Comment vous procédez ? Non, les risques ne sont pas nuls. Honnêtement, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que dès qu'on fait de l'informatique, etc., il y a un risque certain. Le but, c'est de minimiser les risques et de mettre en avant l'intérêt du dispositif pour voir la balance des intérêts. Ouais. On a un intérêt public dans la collection de port de masques. Ouais. Là, c'est le ministère de la Santé, ces agences, la PHP qui nous parle de ça. Donc moi, je ne suis pas là pour dire que le masque est important. Ce n'est pas mon sujet. Moi, je sais quantifier dans une vidéo le taux de port de masque. Si le masque est important et que d'autres nous disent que, il y a un intérêt fort. Et là, c'est la PHP et le ministère qui nous le disent. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est là pour créer la technologie qui protège la vie privée des gens, pour gérer en fait cet équilibre entre intérêt public et droit privé. Moi, ce que je veux faire et ce que je veux expliquer, c'est justement ce que la technologie peut faire, pas faire, pour qu'en fait, on ne soit pas dans une position où c'est l'entreprise technologique qui décide des usages qu'on va créer dans des prochaines années. Et pourquoi est-ce qu'il faut éduquer, pourquoi est-ce qu'il faut prendre la parole et pourquoi on le fait? C'est pour justement expliquer ce que la techno peut faire, pas faire, peut faire de la statistique sans garder la notion d'identité, parce que ça, c'est des notions qui sont quand même assez compliquées, pour que justement, on puisse débattre. Parce qu'en fait, avant de légiférer, il faut débattre. Et avant de débattre, il faut connaître. Bien sûr. Et là, on est à l'étape 1. Quelle autre utilisation on peut imaginer que celle de détecter le port ou le non-port du masque? Il y en a plein. C'est-à-dire que si vous voulez, les utilisations, il y en a des centaines. Dans les transports en commun, par exemple, analyser des flux. Il y a des gens qui tombent sur les quais. Aujourd'hui, c'est fait manuellement, il y a un bouton. Demain, avec des caméras, on va pouvoir voir qu'il y a quelqu'un pour stopper le métro. Il y a trop de densité pour gérer le déploiement d'agents, pour justement essayer de séparer, pour gérer le nombre de métros qu'on met par heure, pour détecter statistiquement les endroits plus ou moins dangereux en termes d'agression, sans jamais savoir qui est agressé. C'est pas ça qu'on veut faire. Mais c'est identifier à quelle heure il y a plus ou moins de problèmes dans des endroits. Dans le cadre du médical, détecter la douleur. Avec des caméras, on est capable de détecter aujourd'hui de 1 à 10 combien est-ce que vous avez mal. Le principe de cette donnée-là, c'est qu'en fait, elle est complètement subjective parce qu'on ne se connaissait pas avant aujourd'hui. Peut-être que vous allez dire j'ai mal à 4 sur 10 et moi, pour la même douleur, je vais dire 8 sur 10. Parce que vous auriez fait l'armée et que la notion de douleur n'est pas la même. Une caméra... Vous insinuez que je suis plus vieux que vous, quoi. Pas du tout. Je vais dire quelque chose de gentil. Mais... si vous voulez, tout le sujet, c'est que je ne suis pas là à dire qu'il faut utiliser les caméras pour détecter la douleur. Je suis là pour dire que c'est possible et pour qu'on discute du fait de savoir si on veut de ça dans nos vies demain. On parlait de communication autour de, justement de ce produit, de faire évoluer les mentalités. J'ai vu que Franck Tapiro, grand publicitaire, était à vos côtés dans l'aventure. Comment est-il rentré justement au sein de Datacalab, puisqu'il fait partie de l'équipe? Bien sûr. Franck, en fait, avait créé Datacalab avant même qu'on le rejoigne, mon frère et moi. Moi, je travaillais aux États-Unis pour cette entreprise américaine. Je suis allé le démarcher commercialement. Et en fait, cette boîte américaine s'est faite racheter par Apple donc, au moment où je parlais avec Franck. Et on a décidé avec Franck de rebattre les cartes et de repartir de zéro. Et on s'est un peu cherché, on a changé pas mal de business model. Au début, on travaillait pour la détection de l'émotion à des fins publicitaires et on s'est rendu compte que c'était pas intéressant
sur tous les points que je viens de mentionner. Et donc là, on en est là. Et si vous voulez, dans notre association aujourd'hui, mon frère s'occupe de la technologie. Moi, je m'occupe de tout ce qui est commercial. Et Franck s'occupe de tout ce qui est communication, marque, dans le sens où, en fait, il faut qu'on incarne tout ça et qu'on explique justement notre positionnement. Et ça prend énormément de temps. Rien de tel qu'un homme d'expérience pour ça. 4 ans qu'existe Datacalab. Est-ce que vous avez fait ou vous allez faire des levées de fonds? On n'en a pas fait pour l'instant. On est en autofinancement. On a quelques personnes qui ont mis un petit peu d'argent au tout début. On envisage d'en faire une dans pas très longtemps parce qu'en fait, les sujets dont on vient de parler nous dépassent un peu. Et on a l'impression de se battre avec nos propres moyens. Mais là, on est sur des modèles où la technologie qu'on crée est différenciante. On commence à la breveter. Et donc oui, on est en train de se poser sérieusement la question parce qu'aujourd'hui, on est une boîte rentable. Donc on peut continuer comme ça 10 ans, mais la question c'est qu'on est sur des marchés où nos concurrents accélèrent à fond. Donc, bien sûr. Il faut suivre le marché aussi. À ce propos, justement, est-ce qu'il y a un risque, si la France ne légifère pas, Datacalab rejoigne un autre pavillon que le bleu, blanc, rouge? Non, enfin, avec les valeurs de Datacalab. C'est-à-dire que nous, moi, j'ai pas de problème d'aller travailler en Chine. Si on vend la même techno statistique d'analyse du port du masque dans le métro, mais on le fera pas de façon individuelle. Nous, on va vendre notre technologie avec nos valeurs et notre produit qui est de la statistique anonymisée à très bref délai. Donc en fait, oui, on peut aller n'importe où avec ces valeurs-là. En tant que client, mais vous faire racheter? Non, on ne voudra pas. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est des vraies questions qu'on se pose. Mais on crée la technologie et on la contrôle aujourd'hui. Et demain, en fait, on créera cette confiance-là si on se fait racheter un jour ou si on continue avec d'autres acteurs. On créera en fait le partenariat qu'il faut pour préserver cette identité. On ne veut pas vendre, et c'est pas les sujets qui sont d'actualité aujourd'hui. Ça serait dommage effectivement de perdre comme ça des sociétés ingénieuses françaises et qu'elles partent à l'étranger. Merci beaucoup Xavier Fischer de votre venue sur le plateau de Start Me Up pour News Sécurité. Je remercie Benjamin Souhaité, Soline Squill et toute la Dream Team Agora. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.